C'est un pays d'Amérique latine qui compte 3 millions d'habitants, un pays lointain qu'on connaît mal, très mal, moins bien en tout cas que le Brésil et l'Argentine qui lui sont pourtant frontaliers. Un pays où, dit-on, on parle espagnol, on mange italien et où l'on pense français. Ce pays, c'est l'Uruguay. Et on vous emmène dans cette édition d'Église du Monde en Uruguay en compagnie d'un prêtre qui a vécu pendant 5 ans et qui en revient tout juste, le père Luc Lalire. Père, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous avez vécu comme prêtre fidei donum pendant 5 ans en Uruguay et vous êtes revenu au début de l'année 2011 dans votre diocèse d'attache, j'allais dire, qui est le diocèse de Dijon. Et vous avez pris aussi, au début de cette année 2011, la responsabilité du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Alors, pour commencer cette émission, j'aurais d'abord souhaité que vous nous parliez de cette expérience qui a dû être quand même pour vous un moment fort de 5 ans en Uruguay en tant que prêtre fidei donum prêté au diocèse de Melo. Pourquoi, déjà, expliquez-nous pourquoi vous êtes parti là-bas, qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Moi, ça commence par une longue histoire, au sens où, quand j'étais séminariste, il y a un prêtre de mon diocèse qui s'appelle Pierre Dubois, qui est au Chili, qui est un homme âgé aujourd'hui, qui avait été expulsé du temps de la dictature de Pinochet et qui nous avait prêché une retraite aux séminaristes. Et il m'avait dit « Luc, ce serait bien que tu ailles en Amérique latine ». J'avoue que je n'y avais même pas pensé. Et donc, voilà, il m'a mis un peu la puce à l'oreille, pourrait-on dire. Et après ça, faisant des études à l'Institut catholique à Paris, j'ai rencontré bien sûr des amis, latino-américains en particulier. Et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'aller comme jeune prêtre, en fait, dans ces pays, surtout en Amérique centrale, sans avoir tellement idée d'où aller, bien sûr, de façon concrète. Et puis mon évêque dijonnais me disait « Non, non, vous restez là, vous êtes pour le diocèse de Dijon ». Alors j'ai un peu rongé mon frein, mais j'avais quand même fait la demande de partir fidei donum dans un moment opportun, quand ce serait le moment selon mon évêque, pour partir, pour faire une autre expérience. C'est la première raison, je dirais. C'est-à-dire, comme prêtre, on est dans un diocèse, évidemment, et je crois que c'est très important, mais par ailleurs, d'avoir une expérience ailleurs, dans une autre église, et peut-être aussi servir le Christ d'une autre façon. Pour moi, c'était un peu un idéal. Alors sur le lieu, je n'avais pas d'idée très précise à l'époque. Et comment ça s'est fait? Pourquoi l'Uruguay? Pourquoi le diocèse de Melo? On pense plutôt au Brésil, à l'Argentine, enfin je ne sais pas, des pays d'Amérique latine plus connus, puisque j'avais plutôt connaissance d'Amérique centrale. En fait, c'est une opportunité, je dirais presque un hasard. L'évêque actuel de Dijon a rencontré un évêque uruguayen à l'occasion d'un de ses voyages en Argentine, lequel parlait parfaitement français, et puis il a proposé qu'un prêtre français vienne. Alors je crois qu'il y avait une idée derrière la tête de cet évêque qui s'appelle Monseigneur Luis del Castillo. C'était simplement, il y a une espèce de, on en reparlera sans doute plus tard, mais une espèce de connivence culturelle entre la France et l'Uruguay, comme vous l'avez dit, on y pense français. Et je crois que c'était un peu le déclic. Pour nous situer, où c'est Melo par rapport au reste de l'Uruguay? Alors l'Uruguay, ça ressemble un peu à... Ça fait 500 km par 500 km, donc c'est pas très grand, surtout dans ces régions-là-bas. Et on était à 60 km de la frontière sud du Brésil et à peine 100 km de la mer. Donc voilà, et sachant que l'Uruguay a une frontière avec la mer, évidemment, il y a 600 km de plage, donc on est en fait au bord de l'Atlantique. Et Melo, c'est où? Alors Melo même, à 400 km au nord de Montevideo, sachant que Montevideo est vraiment au bord de la mer, surtout plus exactement au bord du Rio de la Plata, ce fameux estuaire immense, plus large que la Manche. Donc vous imaginez un peu, on est envahi ou entouré de mer en tout cas. Et alors vous avez intégré une paroisse, qu'est-ce que vous y avez fait pendant 5 ans? Alors à mon arrivée, il n'y avait pas de mission très précise, même si l'évêque avait une petite idée, étant donné aussi mon expérience intérieure, comme vous l'avez dit. Du coup, j'étais un peu là au départ, plutôt attentif à ce qui se passait avec les prêtres. D'autant plus que je ne parlais pas vraiment espagnol, donc il fallait bien que j'ai un petit temps de silence au départ. Et puis, le chemin faisant, il y a un jeune prêtre qui avait demandé une aide, et je crois que c'était assez opportun. Et petit à petit, je suis devenu le curé de cette paroisse où était jeune prêtre, pendant 5 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué? Enfin, s'il y a une chose, parce que j'imagine il y a beaucoup de choses, mais s'il y a une chose vraiment qui vous a marqué profondément en Uruguay, c'est quoi? Quand on me demande, j'ai eu l'occasion par exemple de faire un compte-rendu à mes confrères, mes frères prêtres en arrivant dans mon diocèse. Ça, c'était une superbe opportunité pour la messe chrismale. Et je racontais 2 choses. La première, c'est l'hospitalité. Et je crois que dans l'Évangile, quand on est envoyé en mission, Jésus le dit bien dans Luc chapitre 10, c'est mangez ce qu'on vous donnera, soyez reçus. Ça, c'était pour moi la première chose qui m'a marqué. Mais hospitalité en tant que Français, en tant que prêtre, en tant que prêtre et Français, je dirais les deux. Ça, il n'y a pas de différence en fait. Ensuite, la deuxième chose, pour moi, c'est la fraternité, c'est-à-dire devenir frère avec les confrères, d'une part, c'est-à-dire m'intégrer dans un clergé local, même si nous étions peu nombreux, et d'autre part avec la population, puisqu'il a fallu que je sois leur curé.
Alors, on va justement parler de cette culture uruguayenne, de ce pays. Alors, un des personnages historiques, on peut dire, de ce pays, un véritable héros national de l'Uruguay, c'est quelqu'un qui se dénomme José Gervasio Artigas. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, oui. Qui était-il et qu'est-ce qu'il représente pour la société uruguayenne aujourd'hui, celle que vous avez connue? Aujourd'hui, c'est la figure. On voit la figure d'Artigas partout. Toutes les places, puisqu'on a un plan un peu comme en toute l'Amérique latine, les villes sont construites toujours de la même façon, une place centrale, et sur cette place centrale, vous avez toujours une statue d'Artigas. Donc en fait, c'est la figure du fondateur, ils appellent un prócer, c'est-à-dire en fait celui qui a généré l'indépendance, mais en fait, ça n'a pas été le premier chef d'État, on pourrait dire, c'est ça qui est étonnant. Il a eu une intuition, on pourrait reparler un petit peu. Et puis d'autre part, aujourd'hui, avec toute l'histoire, ça fait quand même bientôt 150, 160 ans, toute cette histoire, en fait, c'est devenu la figure en fait, d'unité du pays. Alors, c'est quelle époque quand même, Artigas? Alors, on est en 1820 à peu près. Artigas naît à la fin du XVIIIe, pardon. Et donc, le XIXe siècle, il est un peu un chef militaire et très vite, il devient un responsable et il fait une sorte d'appel. Et d'ailleurs, cette année, il célèbre le 2e centenaire de l'appel, le Grito, et de l'Ascension, ça s'appelle. Et en fait, cet appel, il est simplement de dire on va vers l'indépendance. Mais ça ne voulait pas dire créer un État. Mais on va vers l'indépendance, sachant que l'Uruguay n'était pas vraiment une patrie, on va dire. C'était une zone entre l'Argentine aujourd'hui et le Brésil, comme vous l'avez dit, frontière. Mais c'était une zone indéfinie. Les frontières se sont tracées beaucoup plus tard. Quand ça? Vers quelle époque? Alors, du côté argentin, ça s'est tracé à la création de l'État d'Uruguay, c'est-à-dire 1820. Et puis, avec le Brésil, aussi incroyable que ce soit, c'est venu bien après, puisque les frontières définitives, moi-même, le diocèse de Melo était à la frontière du Brésil, on avait les poteaux indicateurs qui dataient de la fin du 19e, donc bien après la création de l'État. Alors, je voudrais qu'on parle du drapeau de l'Uruguay qui a évolué. Il y a eu plusieurs versions, enfin comme d'autres pays, mais il y a eu beaucoup de versions. Alors, la version actuelle, la dernière version, on peut dire, est constituée de 9 bandes blanches et bleues et d'un soleil constitué de 16 rayons alternativement droits et ondulés. On l'appelle le soleil de mai, El Sol de Mayo. Qu'est-ce qui veut dire ce drapeau et quelle similitude on peut faire avec peut-être d'autres drapeaux d'Amérique latine? Alors le numéro 9, le nombre 9 pardon, des bandes, je ne saurais pas l'expliquer. Le soleil, je crois que c'est à la fois parce que Mayo, en fait, c'est un des mois où on entre dans l'hiver, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Donc j'imagine qu'il y a un peu comme une espèce d'attente d'un moment un peu plus chaleureux, un peu plus fort, un peu plus lumineux aussi. Et d'autre part, on retrouve le même soleil sur le drapeau argentin, oui, avec des couleurs un peu semblables. Bon, le bleu est plus soutenu, on va dire, en Uruguay, et le soleil n'est pas tout à fait au même endroit. Le drapeau argentin, il est au centre, le drapeau uruguayen, il est en haut à gauche. Bon, je ne saurais pas en fait plus détaillé. Je crois qu'il y a aussi quelque chose à voir avec le monde indien. Parce que l'Uruguay, le territoire était très peu peuplé depuis les origines, mais il y avait quand même une existence indigène, enfin des Indiens, qui sont les Guaranis, et qui ont été chassés par le premier président d'Uruguay, c'est-à-dire après Artigas, dont on vient de parler. Et en fait, ces Guaranis se sont réfugiés plutôt dans les régions au nord. Alors les Guaranis sont plus connus en Bolivie, bien sûr, et avec ces fameuses missions jésuites dont on a déjà entendu parler ailleurs. Oui. Alors, la population uruguayenne aujourd'hui est composée à peu près, peut-être un peu moins, de 90% de descendants d'Européens. Oui. C'est quelque chose, quand on ne connaît pas l'Uruguay, comme moi, avant de préparer cette émission, qui semble étonnant, parce qu'on imagine un pays d'Amérique latine, bon, 90% de la population aujourd'hui est descendant d'Européens, et l'Uruguay a plusieurs points communs, on le disait avec l'Espagne, avec l'Italie et avec la France, notamment cette laïcité à la française, j'allais dire une laïcité façon un peu petit père Combe. Oui, tout à fait. Alors pourquoi cette laïcité à la française? D'où vient-elle? De quand date-t-elle? Alors je crois que la première idée, vous avez évoqué la variété des populations. Je crois qu'il faut simplement rappeler une chose, c'est qu'Artigas a été un de ceux qui a appelé les Brésiliens, enfin plus exactement les Noirs, à la liberté. Il promettait la liberté à tous, c'est-à-dire qu'ils ont été rejoints par des Noirs qui venaient du Brésil, c'est-à-dire les esclaves. Donc là, il y a une descendance noire. Aujourd'hui, ça constitue 6% de la population. D'accord. En revanche, il n'y a aucun Indien. Non pas parce qu'il n'y avait personne avant, c'est parce qu'ils ont été chassés, comme je l'expliquais, par le premier président. Donc en fait, le reste de la population, comme vous l'avez dit, ce sont des Européens qui sont venus par différentes vagues d'Italie, d'Espagne, selon les moments économiques ou politiques du vieux continent.
Donc voilà. Ensuite, l'influence très grande de la France vient à propos de la Révolution, tout simplement, et les idées des Lumières ont énormément marqué ces pays qui se sont rapidement développés au moment de l'indépendance et à la fin du 19e. Donc la France restait une référence, je crois, à tel point que le français était enseigné dans les lycées jusqu'au temps de la dictature, c'est-à-dire 1974. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu un peu, comme on le disait au début de cette émission, une espèce de culture, ou en tout cas d'appréhension de quelque chose de français. Donc je pense qu'au niveau politique, les fondateurs du pays se sont beaucoup inspirés des grandes idées qui circulaient à l'époque, et en particulier, moi, ce qui m'a toujours frappé en Uruguay, c'est l'école. L'école est de fait laïque, gratuite et obligatoire, et elle est un effort national très important qui fait qu'aujourd'hui 97% de la population est scolarisée, évidemment. Il n'y a quasiment pas d'analphabétisme, donc c'est très différent par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud. Et par ailleurs, l'école, je dirais, c'est un peu le pilier, à tel point que la fête nationale qui a lieu le 25 août de chaque année, évidemment, qui est la date de l'indépendance, en fait est mise en avant, non pas la politique, mais le monde scolaire. Moi, ça m'a toujours impressionné de voir le défilé du 25 août, qui n'est pas la période d'été, évidemment, on est en hiver, ouverte par les petites classes, et puis chaque école de tout le département, de chaque département, est représentée avec son instituteur, avec un petit nombre d'élèves, mais ça constitue toute la couche de la population, et le discours officiel est fait par un enseignant, ou même, je l'ai vu, par un lycéen. Donc vous voyez, l'école est un petit peu, pour moi, ce qui m'a toujours marqué, le pilier. Et bien sûr, l'école est laïque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'école catholique, on peut en reparler. Mais en tout cas, la laïcité a énormément marqué la population et surtout l'école. Alors on parle aussi de l'influence de la franc-maçonnerie à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, et y compris, encore une fois, dans cette inspiration un peu d'un modèle français. C'est très vrai. C'est vrai. L'Uruguay n'est pas né de la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, Artigas était même entouré par des religieux. Il y en a qui ont participé de ce mouvement d'indépendance. Mais il y a eu des luttes de pouvoir, comme toujours, et l'idée d'Artigas n'a pas été suivie, qui était celle d'une fédération. Donc à la création de l'État uruguayen, il y a eu comme une sorte de groupe qui s'est constitué, allant piocher des idées sur le vieux continent. Et justement, une de ces idées a été apportée, je dirais, par le canal de la franc-maçonnerie, qui est non pas la franc-maçonnerie française, sinon anglaise, parce que l'Angleterre a eu un énorme rôle dans la création de l'État. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu mieux. Pour des raisons économiques. Ouais. L'Empire espagnol était en train de s'écrouler, l'Empire portugais également. En fait, l'Angleterre s'est engouffrée, c'était le premier pays industrialisé, comme nous le savons. Et en fait, elle était en train d'organiser la distribution des ressources. Et en fait, l'Uruguay, comme l'Argentine, a intéressé l'Angleterre simplement pour avoir de la viande. Puisque c'est des immenses prairies, on pourrait dire, sur lesquelles on a des troupeaux entiers de vaches. Donc voilà, et ce sont les premiers qui ont installé le chemin de fer en Uruguay, et bien sûr ce qu'on a appelé les frigoríficos, c'est-à-dire les systèmes pour transporter la viande froide une fois débitée. Alors cette laïcité, aujourd'hui, elle en est où? Elle s'est radicalisée, elle s'est adoucie? Comment enfin... Ni l'un ni l'autre. Je dirais, elle est un peu plus radicale qu'en France en certains domaines, et puis par ailleurs, elle est vécue de façon plus pacifique, on pourrait dire, dans la vie quotidienne. Alors, comment expliquer, illustrer? C'est très simple. Il est toujours interdit, évidemment, d'aller faire de la catéchèse dans une école, même de proposer la catéchèse aux enfants de l'école. En revanche, on a énormément d'instituteurs qui sont nos catéchistes. Donc, vous voyez, les frontières ne sont pas si... Ça ne veut pas dire que les instituteurs en question ne font pas la catéchèse dans l'école, sinon dans nos paroisses. Mais en même temps, on voit bien que, je dirais, ce n'est pas tout le monde qui est laïque, et même dans l'enseignement, par exemple. En revanche, dans les institutions, oui, il y a une séparation très nette, et je dirais même plus forte qu'en France, dans la mesure où l'Église catholique n'a jamais été une grosse institution, parce que historiquement, elle n'a pas eu le temps de se développer. Donc les évêques en Uruguay sont considérés un petit peu comme une opinion parmi tant d'autres. Ils n'ont pas de, je sais pas, de réunion, de rendez-vous institutionnel marqué avec le pouvoir aussi? C'est un peu comme en France, ça s'est organisé voici peu de temps, entre de fait le président de la conférence épiscopale de l'Uruguay, son secrétaire, et qui rencontre régulièrement le président. Alors, comme d'autres pays d'Amérique du Sud, l'Uruguay a connu une dictature militaire. Alors, en Uruguay, notamment entre 1973 et 1985, on dit qu'il y avait à l'époque un prisonnier pour 450 habitants. Et puis, il y a eu l'avènement d'un régime démocratique, en gros, depuis une petite vingtaine d'années. Plus que ça, non, hein, une petite trentaine d'années. Est-ce que le pays, aujourd'hui, s'est remis de cette dictature? Quel est le rapport de la population à ce passé?
Alors le rapport au passé, il est tabou, on n'en parle quasiment pas, surtout dans mes générations qui ont vécu finalement cette expérience du regard d'enfant ou d'adolescent. D'autre part, c'est très clair, il y a eu 2 fois une tentative d'abolir l'amnistie, qui s'appelle la loi de caducité, et en fait qui a été votée... C'est-à-dire l'amnistie des militaires qui étaient dans voilà, la période responsable de la dictature. Exactement. Et donc cette loi qui a été instaurée d'emblée à la reprise de la démocratie, en fait a été mise en question en 1989. Et il y a eu un vote, un référendum qui a dit non. C'est pas la peine de toucher, ne veut pas que la justice, d'une certaine manière... Et puis récemment, à l'occasion en fait, de la dernière élection présidentielle qui a eu lieu en 2010, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'on remettait sur le tapis la question de faut-il retirer ou non la loi de caducité, et la population a voté à 45% oui, c'est-à-dire en fait majoritairement non. Donc c'est une question finalement que les gens n'ont pas trop envie d'ouvrir, je dirais. Ça c'est un peu le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a un fort attachement à la vie démocratique. D'abord, le vote est obligatoire. Alors ça, c'est une dimension impressionnante parce que le jour des élections, j'ai participé aux élections présidentielles, par exemple. Enfin, je n'ai pas pu voter, évidemment, mais j'étais présent dans la paroisse. D'une part, l'expression des opinions politiques est tout à fait naturelle. Je dirais, dans ma paroisse, il y avait toutes sortes d'opinions. Et puis, d'autre part, alors il est évident que l'Église ne se prononce pas. En revanche, donc une liberté de président. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on était capable, autour d'une même table, entre amis, de discuter fortement à propos de ces opinions différentes et de continuer en rigolant, etc. Autrement dit, il n'y a pas des clivages très forts ou violents. Et ça, plusieurs fois, je leur ai dit, je suis impressionné par la qualité. Et ce qui était remarquable également, enfin pour terminer, c'est la manière dont le vainqueur des élections de 2010 a terminé et a dit il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est le peuple uruguayen qui a gagné. Et puis le vaincu a dit c'est M. Mujica, le président, Mujica, oui, qui sera notre président. Donc, autrement dit, ça a été entendu ça en Argentine, et quelques amis d'Argentine me l'ont dit. Ça, on admire un tel langage politique depuis l'Argentine. Donc ça veut dire que l'attachement démocratique est vraiment réel dans ce pays. Alors, en effet, l'actuel responsable de l'État uruguayen, José Mujica, qui a été élu fin 2009, voilà, était quand même un des opposants à la dictature militaire. Il était même carrément dans la résistance politique et armée. Il a fait 13 ans de prison sous la dictature parce qu'il a participé en fait à la rébellion, enfin la guérilla pourrait-on dire. Et il a été en prison avant que ne commence la dictature et pendant 13 ans. En revanche, il a continué sa vie politique et moi je l'ai vu comme, enfin, puisque quand je suis arrivé, c'était Tabaré Vázquez, donc du Frente Amplio, c'est-à-dire l'Union de la gauche, qui était au pouvoir entre 2005 et 2010. Et bon, Mujica était un petit peu le poil à gratter, pourrait-on dire, du gouvernement. Il était lui-même ministre de Ganadero, c'est-à-dire de tout ce qui concerne la première activité économique, à savoir le campo, donc le travail de la viande. Et puis il est devenu ensuite le candidat et il est très très populaire parce qu'il a une allure un peu du voisin d'à côté, quoi. Donc, oui, alors on dit qu'il a comme seul bien une voiture qui vaut pas plus de, je sais pas, 1500 €. Il a une Fusca commune et ordinaire. Et il vit comme les Uruguayens. C'est pour ça que je vous dis l'expression c'est le voisin d'à côté, parce qu'il est perçu comme ça. Alors d'autre part, bon, le gouvernement a l'air de mener sa barque, et puisque l'opposition, je dirais, elle se débat sur des questions fondamentales, évidemment, mais je dirais il y a une cohérence politique assez forte dans l'ensemble du pays, même si bien sûr il y a des différences très nettes également. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, pense pareil. Moi je suis très frappé, on a des débats beaucoup moins passionnels et négatifs, je dirais, dans ce pays. Alors, une question économique. L'Uruguay, depuis quelques années, va mieux qu'avant, avec une croissance assez bonne, je crois 8%, un taux de chômage assez bas. Qu'est-ce qui fait vivre l'Uruguayen, la principale source de revenus? Qu'est-ce qui marche bien dans l'économie uruguayenne? Ce qui est étonnant, c'est que l'Uruguay est les habitants habitent en ville, mais en fait, c'est la campagne qui fait vivre l'Uruguay. Donc, sa première ressource, c'est l'élevage. L'élevage pour la viande. Et donc c'est une très bonne qualité de viande qui est exportée. Et par exemple, c'est le pays qui a été le premier dans tout le continent américain à utiliser la traçabilité. Donc au moment de la crise de la vache folle au Canada, qui s'est passée dans les années où j'étais là-bas, en fait, la viande uruguayenne s'est très très bien vendue l'année 2006 parce qu'elle se vendait aux États-Unis, parce qu'elle avait une traçabilité qui était antérieure à celle de l'Argentine, par exemple. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un niveau d'éducation très élevé. Donc en fait, je dirais la matière grise serait un peu une autre ressource, à tel point qu'il y a bien assez de médecins,
il y a bien assez d'instituteurs et il manque davantage d'infirmiers, par exemple. Et puis une partie de la population qui se forme s'en va. Alors soit il s'en va de la petite ville vers la grande ville, soit de la grande ville vers l'étranger. Alors, Père Lalire, si on parle du Uruguay, il faut aussi parler du football, qui a une place évident. prépondérante. L'Uruguay a gagné 2 Coupes du Monde Voilà. dans son histoire, ce qui est quand même pour un pays la de 3 millions. La première Coupe du Monde qui a été organisée en Uruguay a été gagnée par l'Uruguay. Et en 1950, au Brésil, contre le Brésil. Alors ça, c'est une espèce de fierté nationale. Mais c'est un phénomène social, au-delà de l'aspect sportif. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde se passionne pour le football. Même moi, j'ai dû m'y passionner alors que je n'avais aucun attachement à ce sport. Et c'est vrai que quand là, ils ont gagné en quart de finale la Coupe du Monde de l'an dernier, c'est vrai qu'on a vu une furie. Enfin, je raconte une anecdote. Ce jour-là, c'était un vendredi. On avait donc l'heure sainte. Et au lieu de faire l'exposition de Saint-Sacrement, tout le monde est parti de l'église pour aller voir l'explosion de joie sur la place de la cathédrale où j'étais. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote, mais pour dire la force d'attraction du football, quoi. Mais il y en aurait bien d'autres à raconter. Alors, donc on le disait dans cette émission que c'est un pays de constitution laïque. La religion garde une présence cependant dans la population, dans la vie. Les catholiques, à peu près, sont la moitié du pays. Difficile à dire. Et les sans religion viennent après, quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, si vous voulez, on dit que les baptêmes, c'est 70% de la population. Mais parmi les baptisés, on pourrait dire qu'on a un taux de pratique équivalent à la France. D'accord. Donc c'est vraiment très petit. Voilà. Alors après, de fait, les sans religion, je dirais l'incroyance est une réalité de fait. Mais attention, n'employons pas les catégories françaises pour en parler. Parce que ce qui me frappait justement, c'est que les gens n'avaient pas d'attache à une institution ou un système religieux, on va dire. En revanche, ils sont très facilement croyants dans des dimensions plus populaires, je dirais. C'est-à-dire soit pour des processions, soit pour des manifestations plutôt populaires, ou encore dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans des religions traditionnelles. Puisque l'Uruguay étant proche du Brésil et la population noire étant présente, on a donc des religions afro-brésiliennes qui sont là, par exemple la religion Ubanda, qui est en fait un culte fétichiste à l'égard des manipulations des forces du bien et du mal, et dans laquelle les gens y vont par rapport à des demandes très précises, étant donné la précarité de la vie. Et ce n'est pas spécifique à la population noire, ça touche, me disait un professeur d'histoire qui était dans ma paroisse et qui avait fait un travail assez approfondi sur le sujet, ça touche toutes les catégories sociales. Donc ça, c'est important également. Donc vous voyez, les frontières finalement ne sont pas si tracées au cordeau. Alors, pour un pays de constitution laïque, on peut quand même constater 2 choses dans les relations entre, j'allais dire, l'Église, ou en tout cas le discours de l'Église et l'État, c'est que finalement l'avortement en Uruguay reste interdit, même dans les cas, alors, sauf dans les cas de danger pour la mère, de viol et de pauvreté extrême. Et le président de gauche précédent, avant José Mujica, avait d'ailleurs, lui, mis son veto pour que ça reste quelque chose de... C'était un débat très important dans la société, surtout auprès des jeunes. Moi, c'est ça qui me frappait, parce qu'il y a eu des débats dans les écoles à ce sujet-là. Et ce qui était intéressant, c'est que les professeurs de philosophie envoyaient les élèves à aller rencontrer les responsables religieux. Ce qui fait que j'ai reçu un certain nombre d'élèves de terminale qui participaient de ce débat. Donc c'était fort intéressant pour moi. En revanche, de fait, alors ce que vous disiez, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que Tabaré Vázquez, donc le président antérieur, ait posé son veto. Il était médecin et il a dit pour conviction personnelle, je ne peux pas accepter ce changement de loi, enfin cette autorisation, qui avait été voté par le Parlement. Oui, oui, c'est y aller contre le Parlement. Ah, oui, ça a étonné les gens ou c'était finalement assez non, logique? Je ne crois pas, parce que c'était d'une part, je pense que l'Amérique latine en ce moment est un peu traversée par des questions qui viennent d'ailleurs, j'oserais dire, politiquement, autour du mariage homosexuel, autour de l'adoption par des homosexuels. Voilà, il y a une union homosexuelle qui est autorisée maintenant en Uruguay. Mais qui ne s'appelle pas mariage, attention. Oui, on est un peu dans la situation française, une espèce de pacte. D'autre part, l'aspect avortement, excusez-moi, c'est le mot espagnol qui me revient, mariage homosexuel et autres. En fait, ces questions-là traversent les sociétés latino-américaines, mais je dirais qu'elles ne les traversent pas en profondeur. Elles traversent sans doute les élites ou les élites politiques, mais je ne crois pas que ce soit une question fondamentale. En plus, moi je suis très frappé, c'est que dans les couches très populaires, l'attachement à la vie est très grand. Donc ça veut dire que l'avortement n'est même pas envisagé, même si on a aussi beaucoup de grossesses précoces, puisque l'exercice de la sexualité de fait est une grande question à propos des jeunes dans l'Amérique latine, en Uruguay également. Mais je crois que on n'en est pas à la question de faut-il ou non supprimer la vie. Ça, je crois que pour moi, c'était une grande leçon.
Alors, il nous reste moins d'une minute dans cette émission. Dernière question sur l'Église et les vocations. Où elles en sont, les vocations sacerdotales et religieuses en Uruguay? Je dirais qu'elles sont très conformes à ce qui se passe en France, en Europe. C'est-à-dire à la fois une attirance et en même temps des grandes difficultés. Donc, aussi bien au plan vocationnel qu'au plan de la vie des prêtres. Et il faut savoir, c'est que la vie matérielle des prêtres est très difficile également. Oui. Et la place des jeunes, il nous reste 20 secondes. C'est un pays de vieux, j'oserais dire. Oui. Faible natalité. Donc. Faible natalité, exactement. Et d'autre part, les jeunes dans l'Église ont leur journée nationale de la jeunesse, qui est bien antérieure à la journée mondiale de la jeunesse. Ça a commencé au temps de la dictature. Et c'est une rencontre qui se fait tous les 2 ans au niveau national. Très bien, merci beaucoup Père Lalire. On aurait aimé encore pouvoir continuer cette discussion autour de l'Uruguay, qui est un pays qu'on connaît très mal. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Dijon, vous avez vécu 5 ans en Uruguay en tant que prêtre fidei donum et que vous êtes l'actuel responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Église du Monde. À bientôt.